Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chers amis téléspectateurs, je voudrais commencer cette intervention à l'occasion de la nouvelle année en remerciant chacune et chacun pour les efforts auxquels vous avez consenti pour assurer la pérennité de notre chaîne. En effet, jamais nous n'aurons eu autant de donateurs qu'en cette période qui s'écoule de décembre. Cela, et je le dis, assure notre pérennité pour le premier semestre 2020. Ensuite, je voudrais parler de choses qui sont sérieuses. La chose la plus sérieuse qui nous assaille, c'est en réalité la sécession des élites mondialisées. Qu'est-ce que veut dire ce grand mot sécession ? Sécession qui appelle, comme beaucoup de sécessions, des guerres de sécession. Qu'est-ce que c'est que cette sécession ? La sécession, en réalité, c'est le fait que dans des périodes qui ont été permanentes, ou quasi permanentes, excepté les grandes décadences, il y a correspondance entre les élites, c'est-à-dire les meilleurs du peuple, et le peuple d'où sont issues les élites en question. Quel est l'aspect nouveau de cette fin de modernité ou de cette post-modernité ? C'est que les élites mondialisées, qu'elles soient celles de la Californie, qu'elles soient celles de Londres, qu'elles soient celles de Paris, qu'elles soient celles de New York, qu'elles soient celles d'Australie, celles de Hong Kong, celles de Singapour, et j'arrêterai là ma liste, ces élites sont connectées maintenant entre elles, mais leurs connexions entre elles ont favorisé la création d'un micro-milieu purulent, particulièrement purulent, et qui les a décrochés des peuples dont ils sont issus. Il y a donc plus aujourd'hui de correspondance de classe, si je puis reprendre ce vieux vocabulaire, de ces élites mondialisées, que de correspondance entre ces élites et leur peuple. C'est évidemment, bien entendu, le cas en France, et nous payons, nous autres Français, nous en payons, nous en récoltons les fruits amers. Les fruits amers, on les a vus au travers des gilets jaunes et des luttes sociales. On les a vus, luttes ou révoltes sociales, on les a vus dans la tentative permanente de liquidation de l'ordre naturel qui va jusqu'à la promotion de la théorie du gender et à l'abandon de tous les aspects caractéristiques fondamentaux, familiaux et anthropologiques de nos populations et de notre civilisation. On les voit bien entendu, ces fruits particulièrement amers, dans le remplacement des populations, dans ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. Alors je sais, il est de bon ton d'avoir quelques commentateurs souvent désabusés, mais parfois tout de même caustiques, et qui, sur les grandes chaînes du mainstream, vous expliquent qu'il n'y a aucun remplacement, puisque somme toute, il y a toujours le même pourcentage, la même proportion, 6, 7, 8% d'immigrés sur la terre française, et donc il n'y a aucune raison de parler de remplacement. Oui, juste, ils oublient, bien sûr, en termes historiques, de reprendre les conséquences de la nationalité accordée systématiquement après le regroupement familial, non seulement à l'immigré, mais à l'ensemble de sa famille, oubliant ainsi que la majorité des immigrés de souche non européenne sont aujourd'hui de qualité nationale française. C'est donc une manière de biaiser les chiffres. Et si on veut s'en convaincre, il suffit de se souvenir de cette phrase merveilleuse de Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Mais, ajoutait-il, surtout ce qui est le plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Et qu'est-ce que l'on voit ? Mais il suffit de se promener, il suffit de prendre des photos de grand-père, il suffit de prendre les photos de classe, les photos de terrain de foot, il suffit de prendre les photos de centre-ville, il suffit de prendre les photos des monuments et religieux notamment. Bref, on voit ce que l'on voit. Et nous sommes là pour dire ce que l'on voit. Macron, le président Macron, notre cher président est en réalité emblématique de cette sécession. Oui, il lui est tout à fait naturel d'intervenir sur la scène financière internationale comme il l'a fait dans la grande banque d'investissement à laquelle il a pendant plusieurs années appartenu et qu'il a fait prospérer, notamment en vendant des fleurons de l'industrie française, en les vendant bien entendu à des puissances non européennes.
Oui, il était à son aise dans la cour du président Hollande, où il a fait une percée remarquable jusqu'à être un des conseillers les plus en vue. Oui, il a fait une percée extraordinaire, médiatique d'abord, et de réseau et d'autres gens ensuite, qui lui a permis d'emporter haut la main la campagne présidentielle derrière. Voilà, tout ça, il sait bien le faire, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Il ne sait juste pas parler aux gens. Il ne sait pas parler au peuple. Il ne sait pas s'adresser aux siens. Pourquoi? Parce que c'est un sécessionniste. Et par là même, ce groupe, on ne peut même pas l'appeler, on ne peut plus, je crois que le terme d'élite est galvaudé, ce groupe qui s'est approprié le destin de la France et plus généralement de la communauté européenne et des différents pays européens pour la majorité d'entre eux, la majorité mais pas tous, regardez Viktor Orban par exemple, eh bien, n'ont pas d'aucune façon résolu ou proposé ou amené le début de solution aux trois grandes problématiques que les Français vivent. Ces gens-là sont ailleurs. Quelles sont ces trois grandes problématiques? Eh bien entendu, celle qui maintenant est permanente, c'est la honte des dépenses somptueuses, somptuaires et parfois aberrantes de l'État, notamment en ayant un certain nombre de cadres fonctionnaires au placard, de double emploi, d'associations fictives et bidons, de comités théodules et autres organisations qui sont en réalité les vieilles pompes à fric permettant d'arroser les amis et les complices. Ce chiffre, quand on le regarde par rapport à d'autres pays européens de nature ou de poids comparables, aux alentours de 50, 60, 70 milliards selon les rapports mêmes de la Cour des comptes ou des commissions parlementaires. Qu'a-t-on fait là-dessus? Rien. Et puis, on va trouver le deuxième mal, bien connu. Ce deuxième mal, c'est juste que quand on a supprimé les frontières des capitaux, les capitaux, ils rentrent et ils sortent. Quand on a supprimé les frontières des sociétés, les sociétés sont devenues internationales et donc ont des structures financières, holdings et autres, et des filiales dans un certain nombre de pays. Ils choisissent donc par opportunité et bien naturellement le mieux-disant fiscal. Le mieux-disant fiscal, comme pour la raison dite précédemment, ce n'est jamais la France, eh bien les bénéfices sont taxés, s'en vont et sont taxés ailleurs, échappant ainsi à l'assiette fiscale française, c'est-à-dire privant la France de ressources qui pourtant lui appartiennent. Et là encore, c'est par dizaines de milliards que ces ressources ne sont pas présentes dans la fiscalité française. Et puis le troisième, le plus important de ces mots qui ont des traductions financières majeures sur les équilibres, quand on pense qu'on est en train de discuter des queues de cerises et qu'on dit « oh là là, on a déséquilibré les budgets parce qu'on a libéré 10 ou 12 ou 13 milliards à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes », en réalité, ce qui se passe n'est pas de l'ordre de 10 ou 11 ou 12 milliards, mais bien de plus de 200 milliards quand on ajoute aux deux causes précédentes le résultat effrayant de l'immigration, dont les coûts, selon les spécialistes, sont évalués entre 40, 50 au plus bas et parfois 80, 90 ou 100 milliards d'euros. Tout ceci pour le plus grand bénéfice d'une main-d'œuvre clandestine ou pas, mise en concurrence sur le marché et contribuant beaucoup plus que d'autres pseudo-réformes à abaisser le niveau de vie et à empêcher les Français de vivre dignement. Mais, foin de toutes ces choses, somme toute assez négatives, mais que nous connaissons ensemble, pour regarder aussi les quelques signes qui se précisent pour 2020. D'abord, le premier que je voudrais dire, c'est la solidité. Malgré les offensives, malgré les contre-offensives de nos ennemis, la solidité des médias alternatifs. Vous savez, les médias alternatifs, ceux qui ont permis d'élire Donald Trump aux États-Unis. Les médias alternatifs qui préparent peut-être, on le saura après, 2022 en France. Les médias alternatifs qui ont, à la grande surprise générale, permis le Brexit et bien d'autres dispositions. Les médias alternatifs ou les médias un peu plus mainstream qui, en Italie, ont permis la percée remarquable de Matteo Salvini. Eh bien, ces médias sont, et TV Liberté, qui en est le plus important, sont solides. Solides, ça veut dire que depuis des années, ils existent, que depuis des années, ils se développent, et que malgré les coups, les poignards dans le dos ou les coups de couteau en face qui ont pu leur être donnés,
ils s'en sont toujours bien sortis, la preuve en est qu'il y a aujourd'hui, autour de TV Liberté, de son fil d'actualité, de ses filiales locales, de ses organisations, de son corps lui-même, les émissions de TV Liberté, plus de téléspectateurs, plus d'auditeurs, plus de lecteurs qu'il n'y en a jamais eu. Alors oui, la société, sous l'emprise de cette fausse élite mondialisée, s'est rendue de plus en plus liquide. On ne sait plus où sont les règles, où sont les normes. Eh bien, nous avons des règles et des normes, et nous sommes restés solides. Nous sommes solides comme le furent après des siècles, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Après des siècles, 7 en Espagne, 4 dans le sud-est européen, d'occupation mahométane, nous sommes solides comme l'étaient ceux de la Reconquête. Nous sommes solides comme étaient les hommes de la Renaissance. Nous sommes solides et nous continuerons avec vous, nous continuerons la mission qui nous est octroyée. Et pourquoi est-elle octroyée? Tout simplement parce que nous l'avons souhaité et vous l'avez souhaité. Et enfin, pour tous ceux qui nous regardent, je voudrais former, c'est l'époque des vœux. Les vœux, pour moi, ça n'est pas tout à fait de souhaiter de manière mièvre, soyez bien heureux, n'ayez pas de soucis, bref, les vœux de midinette. Pour moi, les vœux, c'est d'abord, soyons droits pour transmettre. Transmettons à nos proches, transmettons dans nos entreprises, transmettons à nos enfants, transmettons dans nos collèges, transmettons partout où nous pouvons transmettre les préceptes, les principes et la grandeur immense de la civilisation européenne. Transmettons les vertus et les valeurs patriotiques. Transmettons aussi tout ce qui mérite de l'être, le patrimoine, le nom, la famille. Et puis pour faire tout cela, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes force et santé pour 2020.